Salut à tous, c'est Motargeek pour URFPV. On se retrouve dans cette vidéo pour parler du Beta FPV Pavo 20, un petit cinéhoop de 2 pouces en haute définition de chez DJI, annoncé sous les 150 grammes en ordre de vol et vendu aux alentours de 105 $ sur le site officiel. À ce prix-là, sans la transmission vidéo HD. Pour assumer le surpoids de l'haute définition, il est propulsé par une batterie 3S, fixée avec un strap et non pas dans une nacelle comme on l'a souvent vu chez Beta FPV. La caméra HD est très bien protégée et très bien fixée avec 2 vis de chaque côté permettant aussi de régler le tilt. Vous pouvez voir qu'on a des belles LED cob qui éclairent extrêmement bien. Elles ne sont pas RGB, mais on peut les activer ou les désactiver depuis la radiocommande. Ces LED sont donc installés sur des ducts, des protections d'hélice en une seule pièce de nylon PA12, offrant aussi bien une très bonne résistance au crash qu'une légère poussée supplémentaire. Donc c'est normalement un drone qui est adapté à l'intérieur comme à l'extérieur et qui normalement vole plutôt bien malgré le surpoids de la haute définition. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, on va faire un petit passage sur le banc que je vais essayer de faire assez rapide. Donc si je ne suis pas exhaustif en information, n'hésitez pas à aller lire l'article sur le blog qui normalement sera complémentaire à la vidéo et devrait apporter d'autres informations. Et surtout, il y aura également des photos que je ne pourrai pas forcément toutes mettre en incrustation de la vidéo. Suite au passage sur le banc, on abordera les réglages de Betaflight. Forcément, suite à ça, le ressenti, le feeling en vol. Je vous listerai ensuite les points positifs, les points négatifs, avant de faire une petite conclusion et de vous laisser avec d'autres images de vol. Donc, niveau packaging, on a une petite boîte qui est à peine plus grosse que le quad, dans laquelle on retrouve très peu d'accessoires. En premier lieu, le port USB séparé, sur lequel on reviendra par la suite. 4 hélices bipales de rechange, on reviendra sur le type par la suite également. De la visserie et un support pour les VTX autre que le DJI O3. Et voilà, une petite carte de service après-vente avec les différents QR codes qui renvoient vers la base de données et les réseaux sociaux de Beta FPV. Donc le quad en lui-même, on a un encombrement de 90 mm de diagonale avec les ducts, donc ducts en nylon PA12 comme je vous le disais, qui sont quand même solides et qui résistent plutôt pas mal au crash. Ils protègent donc les hélices bipales de chez Gemfan en 20/15, donc c'est un pas très prononcé. Et elles sont propulsées par des moteurs de chez Beta FPV, je ne sais pas si on va réussir à faire la mise au point, mais on est sur des 1103 à 8500 kV et donc propulsé en 3S comme je vous le disais en intro. Ça fait un régime de rotation supérieur à 100 000 tours par minute, donc ça va très vite et forcément c'est plutôt bruyant, en tout cas lorsqu'on est à proximité, puisque c'est vrai que ce type de petit quad, dès qu'on est à quelques mètres, on les entend tout de suite beaucoup moins et dès qu'on est encore plus loin, on ne les entend plus du tout. Et là c'est éteint par contre. Et puisqu'on parlait lipo, donc la lipo, elle est maintenue par un strap qui est fourni et installé d'origine. Le constructeur, donc Beta FPV, conseille des lipos entre 450 et 600 mAh, 650 même mAh. Moi, il m'a fourni donc des 450 mAh qui pèsent 38 grammes. Et donc, on peut voir qu'on a un petit peu de marge quand même. On peut mettre des lipos de différentes tailles. On a même un double lipopad qui vient empêcher les lipos de bouger. Donc, lipo 450 de chez Beta FPV en lava, 38 grammes. Et ils m'ont également fourni un petit lot de 550 mAh. Donc on est en LIHV 75C et même chose pour les 450 mAh. Donc on est à 4,35 volts par cellule et ces 550 mAh affichent 44 grammes sur la balance. Et puisqu'on parle de poids, le Beta FPV Pavo 20, il est annoncé à 54 grammes sans VTX et sans lipo. Moi je l'ai pesé à 61 grammes avec le strap à lipo. On passe à 98 grammes en rajoutant le VTX, donc avec la caméra, l'émetteur et sa canopie. J'ai mis 2 petites antennes linéaires. Vous pouvez voir que je les ai installées à la colle chaude. C'est pas hyper propre. J'aurais pu mettre de la colle chaude noire comme on me l'a fait remarquer. Mais par défaut, ici, on a un support qui tient nickel d'origine, l'antenne champignon d'origine. Sauf que entre l'antenne champignon et ces 2 petites antennes linéaires là, on a quand même 2 grammes d'écart. Et avec ces antennes linéaires là, vous pourrez le voir sur les vidéos que je vais vous mettre à l'écran, on va relativement loin, suffisamment loin en tout cas pour un cinéhoop. Donc du coup, je me suis dit, aucun intérêt à avoir quelque chose de plus encombrant, qui peut vibrer, qui peut déséquilibrer le quad et surtout qui rajoute 2 grammes de plus sur l'engin.
Donc moins de 100 grammes avec le O3 sans lipo. Et si on fait le calcul et qu'on rajoute une 450, on passe à seulement 136 grammes en ordre de vol et 142 si on met une 550, ce qui reste tout à fait raisonnable pour un 2 pouces. On est bien sous les 150 grammes comme annoncé par Beta FPV. Et tant qu'on est sur le chapitre lipo, je vais quand même vous parler de l'autonomie avant d'oublier de le faire durant le reste de la vidéo. Beta FPV annonce pas moins de 5 minutes avec les 450 mAh. En ce qui me concerne, avec mon type de vol, on est plus dans les 3 minutes 30, 3 minutes 45, c'est ce que montrent mes DVR, même si je tire pas à fond sur les lipos, donc c'est quand même un petit peu moins, et on peut rajouter 30 à 45 secondes si on passe sur les 550 qui de toute façon sont un petit peu plus lourds, donc il n'y a pas de miracle non plus. Mais bon voilà, on peut quand même compter, j'irai au plus bas entre 3 minutes 30 en volant comme moi je vole dans les vidéos, et on doit pouvoir s'approcher des 5 minutes en volant vraiment très pépère. On va pouvoir maintenant aborder le chapitre vidéo. Donc la vidéo, on est sur un DJI O3 qui n'est pas decased, donc qui est d'origine, poids d'origine, qui est installé dans une canopie, je pense qui est en PA12 également, en nylon, qui est plutôt solide, qui protège bien la caméra. Donc lui, il est clipsé dans la canopie, mais il y a vraiment des détrompeurs, il peut pas bouger, il peut pas se barrer. Comme vous pouvez le voir, contrairement à son grand frère, on a accès à la carte SD sans souci, au port USB si besoin, et la caméra, elle est complètement protégée par la canopie, elle est fixée par 2 vis et on a quand même une belle marge de réglage pour pouvoir tilter un peu plus si on veut. D'ailleurs, vous verrez que là, j'avais le tilt quasiment le plus bas pour les vidéos que j'ai faites et on voit quand même pas mal les ducts dans la vidéo, même après stabilisation. Donc l'idéal, ce serait quand même de le monter un petit peu, mais dès qu'on le monte un petit peu, on va beaucoup plus vite et selon les endroits où on est, c'est pas forcément facile. Et donc pour vous montrer la suite, je vais le démonter et vous allez voir que le VTX est très simple à installer puisqu'il suffit tout simplement de dévisser 4 vis. Les 4 vis, elles passent, je sais pas si on le voit là à l'écran, mais par du soft mount, ce qui fait que ça amortit les vibrations aussi bien pour le contrôleur de vol et son gyroscope que pour la caméra, et aussi bien le rendu sans stabilisation que la stabilisation en post-production. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. C'est un système de montage qui a été éprouvé sur tous les whoops de chez Beta FPV. Donc ça, là-dessus, c'est vraiment nickel. Ça fait bien le taf, ça amortit bien les vibrations pour la vidéo. Donc toute la visserie est fournie et je vous en ai pas parlé. Il faut des vis un petit peu plus longues pour passer la canopie et fixer la caméra. Et les vis de la caméra sont également fournies. Donc ça, on est vraiment quand même sur un packaging complet. On a vraiment qu'à installer le VTX et sa caméra avec les vis fournies. Donc c'est vraiment pas long à monter. Hop, et donc là voilà, on a défait désolidarisé la partie vidéo du reste et on peut tout simplement retirer le connecteur du VTX et voilà, on se retrouve avec le O3 et sa caméra d'un côté et le reste de l'autre côté. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est quand même que directement, on a donc une pigtail en XT30. On a également un tout petit condo dont je n'arrive pas à lire la capacité. C'est du 220 microfarad en 25 volts. Donc voilà, c'est pas un gros condo, mais il a le mérite d'être là. Je suis pas fan des condos fixés en dur avec les petites pattes. Je préfère les mettre au bout de fil et pouvoir le sécuriser correctement. Mais là, visiblement, durant tous mes tests, ça n'a pas bougé. Et voilà, on en parlait tout à l'heure, pas de port USB intégré à la carte de vol qui pèse à peine 5 grammes. C'est pour ça qu'ils ont économisé, je pense, le port USB aussi bien pour le poids que pour l'encombrement. Et donc, il faut brancher ce petit adaptateur. C'est du SH 1.0 4 pins qui va directement derrière vers de l'USB type C. Donc ça, c'est pratique. En soi, il est pas compliqué. L'accès est pas compliqué. Ça se branche vite. C'est juste que si jamais on a besoin de faire du tuning sur le terrain, faut clairement pas l'oublier et faut toujours avoir ça dans son sac. Donc moi, je le mets dans le petit sachet avec les lipos. Mais voilà, ça reste quand même un petit point négatif. Et donc le contrôleur de vol, si on veut y voir d'un petit peu plus près, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va enlever les ducts qui sont en une seule pièce. Je vais vous les montrer. Et pour ça, il suffit là aussi, encore une fois, d'enlever 4 vis. Donc, on va retirer les 4 vis qui maintiennent les ducts. Et du coup, on n'a pas besoin de démonter les moteurs. Et même chose, si on veut changer un moteur, on n'a pas les ducts qui gênent. Donc ça, vraiment, pour la maintenance, c'est super pratique. Donc voilà, j'ai défait les 4 vis. Il faut pas oublier également, pour pouvoir enlever les ducts, c'est de débrancher les LED cob. Donc LED cob que vous avez dû voir en intro et même sur d'autres tests de Beta FPV qui éclairent vachement bien. Donc là, on a les petites LED, hop, qui passent par là. Il faut faire passer le petit connecteur dans le trou sur lequel on a un autocollant de passage du contrôle qualité. Donc voilà, on se retrouve avec les ducts. Donc on peut très simplement changer en cas de casse. Et comme vous pouvez le voir, quand même, ils sont relativement souples, mais ils sont aussi solides. Alors, j'ai pas fait d'énormes crash affect, principalement des crashs dans de l'herbe, mais vraiment, ils inspirent confiance. Donc voilà, là, on a les ducts et on a directement accès
à la FC sur laquelle on retrouve une petite antenne ELRS, mais je vais vous lister donc les quelques caractéristiques techniques importantes, les plus importantes de ce contrôleur de vol. C'est la toute dernière F4 AIO 20 ampères de chez Beta FPV, alimentée en 2 ou 3S. Elle n'est pas compatible 1S et elle ne pèse que 5,5 grammes, donc avec les 4 ESC. Donc c'est vraiment très léger et plutôt efficace. En termes de maintenance, ça fait un peu de poids en plus, mais on a les connecteurs pour les moteurs. Donc c'est également très simple de changer un moteur si on a besoin d'en changer un. Le format, vous l'aurez remarqué, vous l'aurez aussi deviné puisque c'est un Cinehoop. On est sur une FC installée à 45 degrés avec des trous de montage espacés de 26 mm. Sur la carte, on a 2 becs, un 5 volts pour le récepteur radio si besoin et un 9 volts pour le VTX. Donc le VTX n'est pas en direct LiPo, même si on peut très simplement aller le câbler ici sur les petits pads. On peut voir d'ailleurs sur les pads que les soudures sont plutôt clean. Le processeur, c'est donc un F405. Le gyroscope, c'est un ICM 42688 qui tourne à 8 kHz en termes de fréquence de rafraîchissement, là où les PID sont réglés à 4 kHz par Beta FPV. Et tout ça avec du D-Shot System. Mais les réglages Betaflight, on y reviendra par la suite. Les ESC, ce sont donc des ESC 4 en 1, des BB51 flashés avec donc le firmware BlueJay qui permet d'avoir accès au filtre RPM. Ils encaissent 20 ampères en continu et j'ai plus en tête le courant accepté en pic. Je vous mettrai ça donc dans l'article sur le blog que je vous conseille encore une fois d'aller lire en parallèle de la vidéo. Et le dernier point important qui, pour ceux qui comme moi n'utilisent pas de radiocommande DJI et donc le récepteur intégré OO3, on a un récepteur ELRS 2,4 GHz intégré sur le contrôleur de vol avec son port série dédié en UART, donc pas de souci pour les mises à jour par la suite. Et 2 dernières petites choses avant de remonter tout ça pour vous faire la conclusion en face caméra. On a une black box de 16 mégas donc qui m'a permis de vérifier ce que donnait le tuning et les réglages de Beta FPV. Et pour ceux qui voudront également donc de faire un tuning plus poussé, puisque vous allez le voir, il y en a quand même plutôt besoin. Et dernière chose pour ceux qui en auraient besoin, on a un baromètre BMP 280. Donc voilà, on a un montage, c'est une conception qui est simple mais efficace, aussi bien au montage qu'à la maintenance et même en vol, vous allez voir quand même que ça fonctionne plutôt pas mal. Avec ce Pavo 20, on est donc sur une conception simple et efficace avec un montage et une maintenance extrêmement facile. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est les sensations en vol. Qu'est-ce que ça vaut? Et pour ça, donc, il faut aborder les réglages de Betaflight. La machine est livrée flashée en Betaflight 4.1. Donc c'est une version assez récente puisque de toute façon la 4.5 est encore en release candidate, je crois la 3e au moment où je tourne ces images, même si Jérôme vous a déjà fait une vidéo de présentation de la 4.5 que je vous invite à aller visionner en vous la mettant en petite chaîne quelque part en haut à droite de l'écran. Et donc Betaflight a quand même travaillé les réglages. Donc on va commencer par les filtres puisque c'est ce qu'on règle en premier lieu lorsqu'on veut tuner une machine. Les filtres, on a les curseurs qui sont en position par défaut, c'est-à-dire à 1. Donc visiblement, ils n'ont pas fait de tuning avec les curseurs. Ils ont tout de même désactivé le filtre passe-bas du gyroscope, le numéro 1, en laissant le second. Et ils ont aussi désactivé le filtre notch dynamique qui de toute façon n'impacte normalement pas trop les performances puisqu'on a le filtre RPM qui est activé grâce au firmware BlueJay des ESC. En ce qui concerne les PID, les curseurs ont cette fois-ci été désactivés et les valeurs saisies à la main. On n'est pas sur des valeurs par défaut, on n'est pas non plus très éloigné et il n'y a pas de dynamic idle ni linéarisation de la poussée. Donc on est sur des PID et des filtres qui sont quand même très proches du stock. Pour vérifier ce que ça donne en black box grâce à la mémoire intégrée au contrôleur de vol all-in-one, j'ai donc fait une première black box dans mon jardin avec un léger vol dans mon salon. C'était vraiment très doux puisque je pouvais pas aller vite, j'étais pas forcément très à l'aise avec le quad et donc j'ai pas fait de gros full et j'ai pas fait non plus de grosses figures acrobatiques et je me suis retrouvé avec des black box qui étaient plutôt clean. Mais c'est généralement pas le meilleur contexte, donc j'en ai refait ensuite en extérieur lorsque je l'ai testé et là malheureusement on s'est retrouvé avec pas mal de bruit sur le roll et le pitch, avec un yaw plutôt clean pour le coup. Et le pire dans tout ça, c'est que même après filtrage, on a quand même pas mal de bruit persistant en basse fréquence. Et ça, plus des PID pas forcément très poussés, on se retrouve avec un tracking qui n'est pas forcément parfait et pas mal de rebonds lorsqu'on fait des mouvements secs. Mais curieusement, en vol, c'est pas si désagréable que ça. Je me suis plutôt pris au jeu du Pavo 20 et j'ai trouvé vraiment sympa à voler, que ce soit en intérieur comme en extérieur. Même si en intérieur, il aurait mérité que je retravaille un petit peu mes rates et surtout que je fasse une courbe des gaz plus douce en bas de stick.
En tout cas, il y a 0 gelo et donc la haute définition intégrée au O3 est exploitable aussi bien sans stabilisation qu'avec stabilisation Giroflow sans aucun parasite et aucun mouvement bizarre lorsqu'on fait le rendu. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, comme j'étais pas forcément très à l'aise à l'intérieur et dans mon petit jardin, je l'ai principalement volé en extérieur. J'ai passé quand même pas mal de lipo parce que Beta FPV a été généreux, même si j'ai pas fait 50 sessions parce que ça fait quand même plusieurs semaines, voire longs mois qu'on ne vole pas à cause de la météo. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un Cinewoop qui est polyvalent. Il résiste au vent. Alors attention, je vous parle pas de rafale à 100 km/h et on peut même se permettre de faire quelques manœuvres de freestyle avec, que ce soit des dives, des flips, des rolls ou des power loops. J'ai tout testé, ça passe. Alors attention, sur les manœuvres rapides, il y a pas mal de rebonds, donc il faut le contrôler et on peut le contrôler aussi. J'arrive à faire des rebonds, des flips et des rolls clean à l'image, parce que c'est pas le cas sur la black box, sans que je me prenne trop la tête avec les pouces. Mais si vraiment on arrête le stick pile poil au milieu, là on va avoir pas mal de rebonds, que ce soit sur le roll ou sur le pitch, et je crois que ça le fait quand même pas mal plus sur le pitch. Mais en tout cas voilà, on peut vraiment s'amuser avec, on peut aller relativement vite. J'ai pas eu besoin de mettre beaucoup de tilt pour faire des lignes assez rapides et assez sympas. Mais comme quoi, faut pas forcément trop se focaliser sur la qualité de la black box et quand même beaucoup jouer sur du feeling. En tout cas sur un Cinewoop, parce que c'est vrai que sur des 3 pouces non carénés et 5 pouces et plus, ça aide quand même à avoir un quad clean et sur lequel on n'a pas à se prendre la tête avec les sticks. Mais là, on est vraiment sur un cas de figure différent avec les Cinewoop. Mais attention, ne me faites pas non plus dire ce que je n'ai pas dit. Les black box ne servent pas à rien. Au contraire, elles me permettraient, je pense, d'améliorer le comportement du pavot 20. Donc voilà, même si les réglages, il y a eu une volonté d'effectuer des réglages de la part de Betaflight, c'est pas forcément parfait. Et d'ailleurs, on va aborder le point dans la liste des points positifs puis négatifs. Donc en point positif, comme d'habitude, voler en HD, surtout sur un si petit quad que celui-ci. Il y a quelques temps, c'était pas envisageable. Aujourd'hui, c'est possible, principalement grâce là dans ce cas de figure là au Lipo 3S qui permettent au quad de voler correctement. Donc la haute définition, c'est génial. En plus de ça, on a un DVR intégré donc au VTX, donc sans glitch, qui permet de faire des enregistrements en 4K, de stabiliser ces enregistrements sans souci avec Giroflow. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment un point positif. On a un comportement en vol qui malgré tout est plutôt sympa, vraiment cool pour un Whoop. J'ai clairement eu des machines moins bonnes que ça entre les mains. On a une autonomie qui est aussi raisonnable. On va pouvoir compter entre 3 et 5 minutes en fonction des lipos et du type de vol. C'est vrai que moi en général, j'ai quand même un type de vol plus agressif que ce qu'on peut faire généralement en cinématique. Donc voilà, on va vraiment prendre une plage large entre 3 et 5 minutes, mais c'est plutôt pas mal pour ce type de quad par rapport à son poids surtout et à la taille des hélices. On a un montage et une maintenance qui sont vraiment très simples. On a une fixation de lipo par strap qui permet d'utiliser différents types de lipo. On n'est pas contraint à une nacelle qui limite généralement le type de lipo à celle proposée par le constructeur. On a une caméra qui est bien protégée dans sa canopée qui a l'air relativement solide. Et je crois qu'on a fait le tour pour les points positifs. En ce qui concerne les points négatifs, il va y en avoir moins. Fatalement, pour moi, c'est un bon quad. Je listerai en premier lieu le port USB externe du contrôleur de vol AIO, même si c'est ce qui fait sa force et surtout son poids plume. Ensuite, forcément, en 3S avec autant de kV, c'est un quad qui est quand même bruyant et légèrement agressif pour les oreilles, même si au bout de quelques mètres, on ne l'entend déjà plus. Et en dernier point, les réglages filtres et PID qui sont quand même plus que perfectibles. Pour conclure, je dirais que c'est un bon petit 2 pouces avec une conception simple et efficace et surtout suffisamment de pêche pour pouvoir voler correctement avec un DJI 3 non naked et tout ça avec une bonne autonomie et une très bonne polyvalence. Personnellement, j'ai clairement pris du plaisir à le tester et à voler avec et je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo et avec les images de vol que vous avez pu voir avant et celles qui vont suivre, vous aurez toutes les billes pour savoir si c'est un drone qui vous convient ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Si c'est pas déjà le cas, également à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour Rouillard FPV.